aujourd'hui, l'Intersyndicale nationale des internes a organisé une marche en l'hommage de tous les internes qui ont été tués par leurs conditions de travail extrêmement difficiles. Et donc c'est à peu près une dizaine à une vingtaine d'internes par an. Et là, depuis le début de l'année, on a déjà 5 de nos confrères qui se sont donné la mort. La liste de nos morts est si longue. Quentin, Tristan, Élise, Florian, Valentin et tant d'autres. En qualité de présidente de la LIPSEM, mais aussi de simple maman, c'est avec une grande émotion que je prends la parole pour rendre hommage à leur mémoire. Ces jeunes se sont engagés avec enthousiasme pour soigner et guérir, pour soulager la souffrance des autres, pour devenir médecins. Arrivés à Bac+7 et après 2 concours très difficiles et déterminants pour leur avenir, ils étaient enfin devenus internes. Chacun d'eux exerçait une spécialité différente de la médecine. Généraliste, radiologue, hépato-gastro-entérologue, anesthésiste réanimateur, chirurgien. Chacun d'eux exerçait son métier dans une ville différente. À Lyon, à Nantes, à Reims, à Nancy, à Lille, partout en France. Tous étaient passionnés par le métier qu'ils avaient choisi. Tous étaient dévoués à leurs patients. Comme tous les internes, ils ont été confrontés à l'épuisement professionnel, à la surcharge de travail, parfois même au harcèlement banal, voire caractérisé. Nous, les parents, avec inquiétude, les avons vus vivre et travailler en permanence sous pression tout au long de leur parcours de formation. Ils ont subi l'indifférence, le mépris, la maltraitance et la violence du système. Et c'est ainsi que leurs beaux rêves ont été brisés. Aucun de ces jeunes n'était fragile, mais tous étaient fragilisés. Certains ont voulu tenir jusqu'au bout en taisant leur angoisse et leur mal-être, car on leur a appris qu'un médecin ne doit pas montrer ses faiblesses et ses doutes. D'autres ont appelé au secours, ont tenté d'alerter leurs responsables à l'université et à l'hôpital. Malheureusement, personne n'a su entendre leur souffrance. Personne n'a su écouter leur douleur. Personne n'a pu les aider, les sauver. Ainsi, ils nous ont quittés trop tôt. Aucun de ces jeunes n'a jamais fêté ses 30 ans. Ils se sont éteints à l'aube de leur vie d'adulte. C'est une immense tristesse. C'est un terrible gâchis. Ils laissent aujourd'hui des familles, des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des amis endeuillés, meurtris par la douleur et rongés par la colère. Le silence des autorités, le mutisme et l'indifférence du ministre de la Santé envers ses internes disparus prématurément, dans des conditions dramatiques, résonnent comme une violence supplémentaire et font insulte à leur mémoire. Certains seniors prétendent qu'il en a toujours été ainsi et qu'un temps de travail excessif serait nécessaire pour bien se former. C'est faux! Les conditions de travail, la solitude, l'absence d'encadrement auxquelles les internes sont confrontés ne font que se dégrader d'année en année et ne sont ni une fatalité, ni une banalité. Internes, amis, parents, patients, citoyens, nous ne l'acceptons pas. Nous ne renoncerons pas à notre combat. Nous refusons
que de jeunes internes brillants, passionnés par le métier qu'ils ont choisi, au service de ceux qui souffrent de maladies, continuent de subir eux-mêmes cette souffrance inhumaine qui leur est imposée. Quentin, Tristan, Élise, Florian, Valentin et tous les internes décédés, nous vous rendons hommage à tous et à chacun de vous dont la vie a été sacrifiée. Nous voulons ici honorer votre mémoire et vous promettre solennellement que nous ferons tout pour que demain, les internes deviennent des médecins épanouis et heureux. Pour que demain, les familles ne vivent plus la douleur du deuil d'un enfant que l'on chérit. Pour que demain, tout simplement, la vie triomphe. Pour les internes, s'interroger pourquoi les infirmières françaises partent en Suisse depuis longtemps. C'est un temps de travail qui est immense, qui dépasse largement les 48 heures légales au niveau européen par semaine. C'est des étudiants qui travaillent 60, 80, voire 100 heures par semaine. C'est inhumain de travailler dans ces conditions-là. C'est aussi la pression immense qui règne sur leurs épaules pour juste faire tenir le service, parce que la plupart du temps, les internes sont indispensables au fonctionnement du service aujourd'hui, comme souvent aussi les étudiants en médecine quand ils sont externes entre la 4e et la 6e année de médecine. Et c'est aussi le harcèlement moral ou même le harcèlement sexuel qui règne énormément aussi à l'hôpital. Un interne, en moyenne, il bosse entre 55 et 60 heures par semaine. Et parfois, dans certaines spécialités, ça peut monter à 80 à 90 heures dans une enquête qu'on a faite il y a 2 ans. Et c'est un temps de travail qui n'est pas compté, qui n'est pas comptabilisé, avec parfois des semaines juste inhumaines en termes de temps de travail. Par exemple, là, moi, je suis sur mon repos de garde et j'enchaîne avec une autre garde demain, ce qui veut dire qu'en 3 jours, j'aurais fait 48 heures de travail. J'ai travaillé tous les autres jours de la semaine, par exemple. Les conditions de travail étaient avant la crise Covid déjà très dégradées. Mais la crise Covid n'a fait qu'exacerber ce genre de problématiques. En fait, elles existaient déjà, mais aujourd'hui, elles sont encore beaucoup plus présentes avec un personnel soignant qui est à bout, un personnel soignant qui compte sur les plus jeunes pour prendre le relais. Il y a une vraie urgence à régler ça, parce qu'on sait que plus les gens travaillent, c'est une étude australienne qui a montré ça, plus les internes travaillent et plus le risque suicidaire augmente. Il y a des travaux de l'an dernier qui ont montré que l'existence déjà de syndrome dépressif associé à un surplus de travail en termes horaires est associé à une augmentation du nombre d'erreurs médicales. Donc il y a une vraie urgence à prendre en compte ce phénomène et à le régler pour la santé de tout le monde. Un interne bien traité, un interne qui travaille correctement dans les limites de la loi, et ben c'est des soignants qui sont bien traités et des soignants mieux soignés, des patients mieux soignés, pardon. On demande juste que la loi soit appliquée en France, que le délai de travail ne dépasse pas les 48 heures par semaine. On demande juste qu'en cas de harcèlement moral, harcèlement sexuel, les harceleurs, les agresseurs soient punis par la loi. Je pense qu'il y a une vraie culture surtout à changer. Culture du monde du travail. Il y a un peu ce côté où plus on en fait et plus on a l'impression d'être meilleur. Ça, c'est une vraie problématique et qui est entretenue par nos élites médicales, on va dire. Et ça, je pense qu'il y a une vraie culture à changer, d'une part. Et ensuite, effectivement, il faut plus de monde dans les hôpitaux, il faut plus de moyens, il faut plus de personnel. Il y a beaucoup de temps médical qui est fait sur des tâches administratives, par exemple, qui nous prennent un temps monstrueux, qui réduisent le temps auprès du travail et qui nous retiennent parfois jusque très tard à l'hôpital, par exemple. L'idée, c'est de dire que le système doit évoluer. Le système met nos jeunes étudiants en danger. Donc il faut changer des choses dans le système. Pour changer des choses dans le système, il ne faut pas des nouvelles lois, il faut simplement commencer par faire respecter ce qui existe déjà, à commencer par le temps de travail.
C'est pas normal que des étudiants travaillent 60 heures, 80 heures comme notre fille, 100 heures comme certains. C'est pas normal. Tout le monde sait que la loi n'est pas respectée, personne n'agit. Donc déjà, faisons respecter la loi. La deuxième chose, c'est on sait que les étudiants en santé sont confrontés à des risques, à des situations de stress extrême. Il y a les patients qui sont dans des situations difficiles. Donc ils ont 3 fois plus d'idées suicidaires que les autres. Ils ont malheureusement en plus les moyens de passer à l'acte parce qu'ils ont accès à des médicaments. Donc ils sont doublement en danger. Et pour autant, il n'y a aucun dispositif de prévention des risques. Ça existe dans le privé, c'est facile à faire, c'est jamais mis en place dans le public, alors même que c'est l'endroit le plus dangereux qui existe. Donc c'est aussi un de nos combats. Et puis la troisième chose, c'est que l'hôpital, surtout c'est de lui dont on parle, il n'est pas homogène. Il y a des gens très bien qui prennent des initiatives pour faire progresser les choses. Mais malheureusement, il y a aussi des moutons noirs. Et les moutons noirs, c'est la honte de la profession. Et ces moutons noirs, il faut avoir le courage de les isoler, de les nommer et de les punir. La loi existe, mais il faut avoir le courage de le faire. Et faire ces exemples, ça réussira à faire changer la culture. Donc c'est ça qu'on aimerait réexpliquer en personne à Olivier Véran. C'est ça que je vous remercie d'écouter et de retransmettre. Le système, il doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. Les suicides, c'est les plus malheureux et on ne guérira jamais de la mort de notre fille. Mais il y a plein d'autres souffrances qui heureusement n'arrivent pas jusqu'à là. Et on ne peut pas avoir demain de bons médecins si on a des internes malheureux aujourd'hui. Un autre point qu'on a signalé, c'est notre étonnement devant certaines situations qui sont tellement banales qu'elles sont jugées normales à l'hôpital. Est-il normal de voir des internes pleurer ? N'importe où, quand on voit un salarié pleurer, on s'en inquiète, on se dit qu'il y a quelque chose d'anormal. Et puis si on en voit 2 ou 3 pleurer, c'est pas le salarié qui est anormal, c'est le système qui est anormal. Mais à l'hôpital, c'est normal, entre guillemets, je mets les guillemets, c'est habituel que les internes pleurent, que les soignants pleurent, que les infirmières pleurent. C'est devenu normal. Et en fait, tout le système formate le personnel de santé à accepter ce qui est anormal. Et nous, en tant que ligue de parents, de citoyens ou autres, on veut apporter un œil extérieur et on veut réellement qu'il y ait d'autres personnes que le monde de la santé qui participent à tous ces groupes de travail. Notre ligue, la LIPSEM, elle est moteur, elle a envie d'y participer, on tend la main là-dessus. Et il faut ouvrir à l'extérieur. En tout cas, nous, on est prêts à participer à tout ce qui peut permettre de construire et d'améliorer le système de santé.